Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer, je vous propose d'aller à la découverte de la cascade de Tao, certainement l'une des plus impressionnantes et plus grandes de Nouvelle-Calédonie. Elle prend sa source dans les hauteurs du Mont Panier, qui culmine à 1629 mètres et qui fait la plus grande montagne de Calédonie. Et du coup, elle nous réserve son lot d'histoire et de mystères. Et pour mieux nous en parler, nous avons rendez-vous avec Julio, qui va être notre guide pour la journée. C'est parti! Bonjour Julio. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça va bien? Ah, ça va bien. Donc c'est avec toi qu'on part pour la journée là? Ok. C'est parti. Ben, on va avancer, on va dire bonjour à la petite famille là. Ok. Pour pouvoir aller tourner votre film là. Ok. Ok. On y va? Yes. Oui, on vient de dire bonjour aux personnes qui gardent le coin. Qui gardent le coin. Ok. On va juste leur expliquer le travail que vous allez faire quoi. Ok. Ah voilà. Ouh. Là pour cinéma. Donc, là, on va dire bonjour un peu à la petite famille qui est ici. Il n'y a pas le grand-père. Là, il est monté faire des petits trucs au village. Sinon, il y a le fiston et puis la grand-mère. Ça, c'est le bonjour à la petite bonne. Ils vont aller faire un peu filmer dedans, à la cascade là. Donc voilà, c'est pour dire bonjour et puis quand même dire ce qu'ils vont faire. Ils vont aller filmer un peu dedans. La cascade, l'usine, c'est ce qu'ils vont filmer dedans. Donc bonjour et puis voilà. Oui. C'est ouvert. Ok. Merci. Du coup, Julio, comment ça va se passer là, notre balade aujourd'hui? Là, on va monter ici au commencement de la rivière. Là. Ouais. Après, on va suivre la rivière. On longe la rivière. On va longer la rivière pour voir un peu la rivière commencer. Ouais. Dedans de la rivière, puis après, on reprend le sentier. Après, on passe à l'usine, après, à l'ancienne. Ok. C'est là qu'on attaque la rivière, Julio? Oui. Puis on va attaquer la rivière ici. Donc on marche vraiment sur les cailloux tout le long? Oui. Voilà, le sentier qu'on suit là, Ouais. c'est le sentier, l'ancien sentier du grand-père quand il faisait payer. L'ancien sentier, comme les gens ils montaient, ils suivaient complètement la rivière. Quand on a retracé le deuxième sentier, celle que je vous ai dit, on va reprendre tout à l'heure, il va redescendre par le côté là, celle qu'on a commandée. C'est plus, c'est un sentier sécurisé quoi. Ouais. Sinon l'ancien sentier en vrai c'est celle-là. Parce que là, ça va, l'eau, elle est pas trop... Non, elle n'est pas trop bon haute. aujourd'hui. Oui, avec la sèche, enfin voilà, comme on est au mois de septembre quand même, ça veut que l'eau il a baissé. Parce qu'ici, ça monte vite. Oui, ici ça monte, ça monte. C'est vite dangereux, quoi. Oui. Et du coup, Julio, toi, tu es guide, mais tu es guide uniquement de l'endroit de Tao? Ouais, je suis guide ici à Tao. Quand je dis Tao, ben, c'est plutôt le Mont Panier, quoi. Ouais. On a été formé pour être... Quand on a mis en place la réserve du Mont Panier, co-gestion du Mont Panier, avec aussi l'écotourisme, c'était en 99, ils avaient parlé de l'écotourisme, ici sur Yangon, c'est depuis là où nous on a été formés. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette voie-là C'est toujours dans le sens du développement, valoriser, prendre des responsabilités en main. Ben bon, on ne vit pas avec seulement passer en guide, mais je veux dire, c'est une façon aussi de montrer aux gens, aux ennemis qui viennent d'ailleurs. Le métier de guide, c'est un peu un partage, quoi. Ouais. Le vrai contenu du guide, dans notre sens à nous. Après, il y a le guide, voilà. Comme certains problèmes qu'on a eus, c'est pas officiel. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de comment, on va dire, des statuts, c'est toujours, quand tu dis guide, c'est plus sur les hautes montagnes, ils sont plus... mais nous, voilà, c'est des petites montagnes. Tu parles vraiment, ouais, c'est l'échange, c'est un l'échange, contact, voilà. c'est Pour moi, le guide, c'est plus dans ce sens-là. Il y a le guide, c'est plutôt, voilà, comment nous on est, comment on vit, comment est nos rivières, nos montagnes. Du coup, c'est tout au long de la balade que toi, tu es ouvert à toutes les questions, les gens... ouais. Mais c'est plus facile pour nous de dire la réalité de ce que nous on vit, dans l'environnement où on est dedans. Ouais, de dire, voilà, tu es vraiment dans un environnement calédonien, kanak, ou je ne sais pas comment on va dire. Voilà, on se sent vraiment chez nous, quoi. Et c'est aussi une manière de préserver les lieux. Préserver les lieux aussi. C'est comme la cascade que... Le sentier que je vous ai fait prendre, ça c'est l'ancien sentier qui existait. Ouais. C'est pour le niveau de sécurité, la sécurité des gens. Ouais. Là, nous, voilà, là, moi je vous emmène dans l'ancien sentier. Ça veut dire qu'on visite la cascade, la rivière de Tao. C'est pas le sentier de la cascade, mais c'est là, voilà. On est en plein dedans, au cœur de la rivière, voilà. Ok, on continue alors. On continue. Yes. Là, on arrive dans le nouveau sentier, le nouveau paysage. Le sentier où on a commencé à la maison. Après, je vous dis qu'on a laissé le sentier là, puis voilà, c'est toujours le bout du sentier. On avait aménagé. Ça, en vrai, le sentier, c'est ça, quoi. Ah, ça, c'est les écoulements d'eau. Ça, c'est les gens qui, après, quand ils viennent, quand ils sont un peu nombreux, ils... Comme les cerfs. Un peu comme le bétail cerf. Donc ça fait un peu de sentier. Mais ouais, Julio, c'est un sacré chantier là. Ah oui, dû mettre du temps à faire ça là, non? Ah oui, on a presque un mois pour tracer le sentier là. On a fait un mois. Baramine. La baramine. Baramine, pelle, brouette, pioche. Carrément. Voilà quoi. Ah ouais. Ça fait moins d'impact qu'un gros, un petit bulle, petit pelle à retro, voilà. Ça. Là on va voir la mer. Ah, c'est ici qu'on voit là. Ah, c'est ici qu'on voit le lagon. Voilà. Ah ouais. Là c'est... La marée basse au dessus. Magnifique. Et nous on était en bas là, juste... Non, on s'est arrêté en bas, là, le trou d'eau là. Voilà, l'intervalle. Après on a repris le... Et ça c'est des balades que tu proposes, ouais, parce qu'après il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. Juste la chute. Après, comme le niveau des mecs, c'est chacun, voilà, pour les jeunes, moins jeunes, après j'essaie de gérer eux là où ils peuvent, suivant le niveau des personnes, quoi. Le niveau des personnes. C'est sinon que tu peux les emmener jusque là-haut. Jusqu'à la chute, là. Bon, quand on suit vraiment la rivière, machin, on ressort ici, là. Ah ouais. On sort là, quoi. Oh, les flèches, là. Tu vois, toujours les flèches bleues. C'est des trucs qu'on n'a pas bien effacés. Et là, Julio, on arrive au premier... Ça, c'est aux premières chutes, c'est la première chute. Mais c'est à partir de là qu'on attaque après derrière le Montpanier, quoi. Le Montpanier. Après la première que tu vois, ça monte, ça fait pour la première, là. Il y a un deuxième plateau, là. Après, ça fait une. Après, derrière, tu as la cuvette du Montpanier, quoi. Tu as la dernière chute, puis tu as la cuvette du Montpanier. Magnifique, hein. C'est vachement impressionnant, le mur. J'imagine que quand il pleut là, mais c'est un vite toboggan, dangereux. ouais, c'est impossible, c'est un toboggan. C'est vraiment... D'où l'importance d'en bas aussi de prévenir notre arrivée, de dire bonjour, voilà. parce que c'est eux qui décident, qui sont en mesure de nous dire si c'est bon ou pas. Et c'est surtout qu'on a remis en accès libre, c'est pour ça, c'est surtout pour les normes de sécurité. Ça veut que c'est, voilà, c'est niveau assurance, c'est la mairie qui s'en occupe, quoi.
Et puis c'est sûr que pour venir visiter la cascade, c'est mieux par la rivière. Pour voir la cascade, quoi. La cascade. Parce que quand tu passes par le chantier, c'est tellement sécurité que voilà. Ouais, tu la Tu vois vois plus très là, peu. tu vois plus la rivière. Et là, on est sur le dernier point. Après, c'est le Mont Panier. Après c'est la deuxième, après c'est le Mont Panier. Après. Et du coup, nous, Julien, on est allé à la rencontre de Jonas, le président de Dayubic, justement pour qu'il nous explique un peu quelles sont leurs missions et surtout de savoir un peu ce qui se passe derrière. Ok. Donc on se retrouve tout de suite après. Ok. On regarde ça. Ok. Jonas, bonjour. J'entends. Oui, ça va. Dis-moi, on est venu te voir parce qu'en tant que président de Dayubic, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelles sont les missions de Dayubic par rapport au Mont Panier? Travailler, œuvrer dans le sens de la préservation de tout l'environnement sur la commune de Yengen. Et plus précisément sur la réserve de nature sauvage de Talouj. Qui est Le devenue Mont une Panier. réserve. Ouais. Qui était à l'époque une réserve botanique, qui est aujourd'hui une réserve de nature sauvage. Le site est actuellement fermé. Oui, exactement. Pourquoi? On l'a fermé, on va dire exprès, parce que on rencontre des très très grosses difficultés là-haut concernant tout ce qui est gestion de la population de Kaori qui est sur le Mont Panier, le fameux Dayubic. Il se trouve qu'on a constaté une mortalité importante. On a essayé de rechercher les causes et les effets de tout ça. Ce qu'il en ressort, c'est quelque chose de multifactoriel, donc dépendant de plein de choses différentes. Et notamment la fréquentation et le fait de l'érosion du sol parce qu'on aura écrasé les passages, trop de passages. Ce n'est pas une fermeture pour fermer. En fait, c'est pour répondre dans un premier temps à une question qui a été posée par le conseil d'administration de Dayubic, qui est celle de est-ce qu'on peut sauver le Kaori, qui est quand même une vraie entité dans le même cadre que le Kagou, que le Dugong. Qui est pour le coup menacé. Qui est pour le coup très menacé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur la surface globale de la forêt de Kaori, la forêt de Dayubic, on peut estimer à plus de 50% la mortalité qui est constatée. Est-ce que tu penses qu'on pourra y accéder de nouveau? L'objectif étant dans un premier temps déjà de stabiliser la mortalité, de pouvoir donner une réponse à une quelconque solution de régénérescence de la forêt de Kaori et ensuite repermettre aux gens de pouvoir profiter et puis découvrir ces merveilles du massif parce qu'il y en a plein en fait. Puis, au jour d'aujourd'hui, moi je suis un peu déçu des fois. On est toujours en train de parler du Kagou, de la tortue, alors que concernant ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est là, quoi. C'est visible et puis tout dépend de comment la population va gérer, va assimiler le fait qu'on ait fermé ça. Et puis après, je veux dire, ça peut se rouvrir. Il n'y a pas compréhensible. Oui, il n'y a pas de raison qu'on ferme définitivement. Après, s'il y a eu un changement ou s'il y aurait un éventuel changement de statut en fonction de l'importance de chaque espace, ben, ça sera, bien entendu, on va le sous-diviser en zones. Donc du coup, il y aura des zones où on n'irait pas, il y aura des zones accessibles, il y aura des zones accessibles que pour les scientifiques ou pour tout public, ainsi de suite. Cette montagne, en fait, c'est une montagne pays. Et s'il y a quelque chose qu'il fallait mettre en avant, c'est peut-être, moi je pense que c'est la solidarité pays envers un emblème qui est là, qui s'appelle le Dayubic, qui est une espèce micro-endémique à l'endroit, et ainsi de suite. Il n'y a pas que le Dayubic, il y a 150 000 autres espèces qui sont là. Donc du coup, miser sur une espèce de solidarité, on va dire nationale, parce que ça concerne le pays dans son ensemble, et pouvoir faire en sorte que les gens puissent bénéficier de ça. Parce que ce n'est pas uniquement une montagne avec des arbres dessus. Ça va au-delà de ça.
Voilà, là on arrive à l'usine là. Et on y est. On y est. Ah, dis donc, c'est bien dans la végétation. Oui, on avait nettoyé, mais voilà. Ouais. On avait mis en place le projet de revaloriser l'ancienne usine là, mais voilà. Voilà, ça t'as des stocks de tuyaux ici là, des turbines là. C'est là, ça c'était les conduites d'eau là qui Qui redescendaient de la cascade là. Ah ouais. Ah voilà, le turbine il est là. Purée, mais c'est un sacré chantier. Hein. Hein? C'est un sacré chantier. Oui. Parce que là, elle va jusqu'à... Jusqu'à la cascade. Jusqu'à la... Où on était tout à l'heure, mais à l'étage au-dessus. On va dire le barrage, il est à 700 mètres. D'altitude. 700 mètres d'altitude. Mais alors ça, il faut imaginer, je sais pas moi, des années pour avoir construit ça, non? D'après ce que j'ai entendu parler, pour faire la tracée du chemin de fer, il a fallu 30 personnes pour un travail d'1 an. Après, je crois que c'était des travaux forcés aussi. Ouais. Les gens ils étaient obligés de bosser. La conduite. Et parce qu'ici, ils ont décidé cet endroit-là, parce que c'était la cascade où il y avait le meilleur... voilà, la meilleure puissance pour pouvoir fournir de l'électricité. Centrale hydroélectrique. Ça fait que, voilà, ils ont utilisé la cascade pour ça. Sinon, le travail, pour l'usine, c'était plus le nickel brut qui venait de Thiebagui qui traitait ici. Ah, mais c'est pas petit, hein. Voilà, c'est ici. Oh. Le tuyau, il arrive par le premier turbine, c'est celui-là, il y avait 2 turbines. Les 2 turbines, là, donc le tuyau, il arrive de là-bas. Il arrive derrière, turbine. Après, en dessous, c'est une évacuation, ça va, ça ressort de l'autre côté, là-bas. Ah, c'est pas petit. Et là, on est au cœur de l'usine. On est au cœur de l'usine. Mais du coup, ici, il faut imaginer, je sais pas moi, des milliers de personnes ici qui vivent. Oui, c'était un petit village, on va dire ça comme ça. C'était un petit village quand même. Il y avait du monde, il y avait un peu de tout ethnie. Il y avait Javanais, Vanuatu, un peu de tout. Les Bagnards, un peu de tout le monde. Après, il y avait du monde. C'est comme il y avait du boulot, quoi. Et ça, la période, on est en début de 1900. Voilà, c'est ça. 1900. Purée. Et là, du coup, ça va où jusque... Après, c'était amené où Là, ça produisait de l'électricité. Après, au bout là-bas, tu as un four. Qui servait au traitement, justement, c'est là que le nickel était chauffé. Était chauffé et traité. Après, ils reprennent ça et puis ils emmènent sur Tio ou Kwawa, où il y avait les autres, il y avait l'usine. On voit quelque chose du four? Hein? On voit quelque chose du four? Oui, il y a encore quelques trucs à voir dessus. Ouais. Mais voilà, après quand la végétation il reprend ses droits, mais voilà quoi, ça devient comment ça devient. Ah ouais, donc. Là on va passer dans les racines de paille. C'est en 1898 que l'homme d'affaires John Higginson, à qui l'on doit aussi la création de la société Le Nickel, est autorisé à construire une usine électrométallurgique grâce au captage des eaux de la cascade de Tahoe. Un projet monumental pour l'époque et le lieu, et surtout expérimental car tout nouveau. L'objectif est de faire fondre le minerai de nickel dans un four électrique grâce aux 2 turbines qui alimentent chacune une dynamo de 200 volts. Cinq ans plus tard, Higginson décède, mais l'aventure continue. L'usine fonctionnera pendant plus de 10 ans. Elle va générer beaucoup d'emplois. On parle alors du village de Tahoe. Il faut imaginer près de 500 personnes de plusieurs communautés gravitant autour du site. En 1913, c'est le dépôt de bilan. La société fait faillite suite à de lourds détournements de fonds. L'usine sera rachetée par la SLN, qui va la faire fonctionner jusqu'en 1921.
Des gisements et des procédés plus performants ailleurs vont entraîner l'abandon définitif de l'usine de Tao. Ouais, ce qui est coupé là, c'est quand on a commencé le chantier. Ouais. Tu vas voir un peu des rondelles de bois qu'on a coupées là. On a commencé à nettoyer. Et du coup, ça, c'est toujours en projet de réhabiliter ce genre d'endroit ou... Oui, c'est toujours un projet. Après, c'est à partir de la volonté des gens, si on veut le faire. Après, c'est la volonté des gens. Après. Toi, tu penses que ça vaudrait le coup quand même? C'est intéressant de faire revivre, je sais pas, mais en tout cas d'ouvrir au public. Des sites comme ça marche à certaines époques. Ouais. Certaines époques où l'homme a fait des choses. Voilà. C'est pour dire que si on le valorise, on le revalorise dans ce sens-là, que voilà. La végétation, la nature a repris ses droits, mais voilà, l'homme, il est passé quand même. Ouais. Faut dire que voilà, tu ressens ça quand tu es ici. On voit l'architecture, l'espace. On sent qu'il y a eu de la vie du coup. C'était la première l'électricité en Nouvelle-Calédonie, c'était ici. Ça, hein? C'était ça. Tao. Le village de Tao. Premier village électrifié. Ouais, électrifié, c'est ici. On n'a pas terminé encore la boucle, on va redescendre. Ok, On retourne vers la rivière. On retourne à la rivière. On va relonger. Good. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a eu de la vie. Hein. Chargé quoi. Ok, ben voilà Antoine. Ouais. On a terminé la boucle. On Ça a y fait est. la cascade, on a fait l'usine. J'espère que ça t'a plu, la petite balade, la boucle. Ouais, moi Julio, je te remercie infiniment parce que c'était un endroit magnifique. On était en bonne compagnie, entre de bonnes mains. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits, il faut faire gaffe. Mais voilà, on a passé un super moment. Puis merci de nous avoir encore montré des choses enfouies par la nature, quoi. Magnifique. Merci à toi, merci à nous. Ben nous, on va continuer, Julio, parce qu'on a de nouveau rendez-vous avec Jonas. Du coup, je vous propose de nous rendre non loin d'ici, pardon, parce que Jonas a quelque chose de particulier à nous montrer. On y va ? Jonas, là, on est venu te voir, mais tu peux nous dire ce que tu veux nous montrer exactement? En fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un peu le lien de ton émission là, entre terre et mer. Il y a quelque chose qui est là-haut, là, qui concerne la mer, mais qui se retrouve en terre, sur terre. Et dans la maison qui est là en face. Et je t'invite à aller regarder, ça vaut le sera coup d'œil. super intéressant, et puis ça vaut le coup d'œil. Ok. Mais là, c'est complètement abandonné. Là, c'est complètement abandonné. Ça appartenait à la famille Limousin. La date exacte, je ne peux pas te le dire. Mais je sais que de mémoire, on a encore des gens en fait, qui ont vécu ici, qui ont grandi ici. Tel le grand-père là-bas, le gardien de la cascade où on était, Ernest. où vous étiez là. Et eux, ils ont grandi ici. Donc je pense que c'est dans les années 1900, quelque chose, début des années 1900. Et ça a l'air très très bien entretenu. Enfin, très bien conservé du moins. C'est une belle bâtisse. Hein, c'est une belle bâtisse bien conservée. Ouais. Et ce qui nous intéresse se trouve juste là. Je crois que c'est le salon ou l'espace de réception que les gens, quand les gens accueillaient du monde. Ce que je voulais te faire découvrir, je ne pense pas que ça soit ça. Non, j'ai entendu parler d'une peinture, mais... C'est très 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 récent ça. Par contre, ce que j'ai envie de te faire découvrir, ah mon gars. Ah ouais, ok. Ok. En fait, c'est un paysage, bord de mer,
avec une descente directe de la montagne dans l'eau. Donc on peut à peu près imaginer c'est vers où. Donc c'est certainement sur la côte là. Ouais. Avec 2 bateaux en fond. On a une espèce de 3 mâts, enfin 2 mâts avec une chaudière, une espèce de cheminée. Et puis il y a notre 2 mâts derrière voile dessus. Et ici en premier plan, on peut apercevoir encore une femme en fait, ici là, qui fait de, je sais pas si c'est de la lessive, de la pêche ou quelque chose comme ça. On a un grand arbre là, tout le bord de mer, falaise là. Et les bateaux qui sont là, il faut dire qu'ils ont encore gardé la couleur d'origine. On voit ici sur le bleu ici là. La coque du bateau. Ouais, il y a un sacré boulot là. Ouais. Ah, il y a vraiment un sacré boulot. Et c'est quoi, ça représenterait une des baies dans le coin là? Je pense que ça représente un petit peu la côte là. Ouais. Parce que bon, peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas, tu vois, cette couverture forestière sur la côte qui fait qu'aujourd'hui, on voit plus très bien les contours. Mais à l'époque, ça devait être assez dégagé, je pense. Donc, Et on a une idée de qui a pu faire ça, non? Non. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle est arrivée là. On ne sait pas malheureusement quand est-ce que ça a été peint. Certainement au milieu des années 1900 ou tout à fait au début. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une très belle œuvre. Hein, et je crois qu'elle mérite d'être découverte, ouais, voilà, d'être découverte, d'être bien mis en valeur. Quoi. À la limite, on pourrait découper le pan de mur là. Ouais. Puis ramener ça quelque part, et puis, bon, il suffit que le truc, il ne faut pas que le truc tombe. Quoi. Ouais. Mais une restauration de ça, je pense que ça devrait être intéressant. Jonas, merci pour cet instant. Merci à toi. Va nous permettre de découvrir l'invisible, en tout cas de faire de belles découvertes. On remercie aussi Julio parce qu'on a passé un super bon moment dans Tao. Et puis, quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!